Bien, j'accueille avec beaucoup de plaisir le professeur Anne-Claire Lukasiewicz, qui est donc professeur d'anesthésie-réanimation, qui exerce aux Hospices civils de Lyon et qui antérieurement a exercé assez longtemps aussi en réanimation à l'hôpital Lariboisière, et qui, au cours de son cursus, a acquis une grande expertise dans la gestion du sepsis et les perturbations immunologiques, l'inflammation, la modulation immunitaire qui est associée notamment dans ce contexte. Et donc, on va l'écouter avec beaucoup de plaisir sur une présentation autour de ce sujet. Merci beaucoup pour cette charmante introduction et merci beaucoup de nous avoir invités aujourd'hui. Donc, effectivement, j'ai choisi une thématique qui est un sujet qui m'est vraiment, que je trouve très intéressant, mais aussi qui est un sujet qui est partagé, en fait, une thématique partagée entre les chirurgiens, les réanimateurs et les anesthésistes réanimateurs. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était tout à fait adapté à la séance d'aujourd'hui. D'abord parce que effectivement, cette thématique, elle a émergé dans les années 70-80 et c'est des chirurgiens qui l'ont mise en avant parce qu'ils étaient finalement émus, bien sûr, que leurs patients de chirurgie lourde avaient des évolutions compliquées avec des infections complexes et répétées, récidivantes et non contrôlées qui finissaient par le décès. Ils se sont posé la question d'une défaillance immunitaire à ce moment-là et ils ont fait des tests cutanés tout simples, la tuberculine ou la candidine. Et ils ont fait une relation entre les anomalies de ces tests cutanés, donc un déficit immunologique chez ces patients sévères, et le pronostic, le mauvais pronostic de ces patients. Ils ont fait des tests cutanés très simples initialement, et puis ils sont allés un tout petit peu plus loin. C'était l'équipe du docteur Mekins en particulier à Montréal. Ils ont fait aussi des analyses des fonctions des neutrophiles. Ils ont associé toutes ces anomalies avec un déficit immunitaire de ces patients et leur pronostic particulièrement péjoratif avec des tableaux d'infection post-opératoire complexes. Donc, ils ont fait émerger cette notion de défaillance immunologique périopératoire. Ensuite, on verra qu'ils ont continué un petit peu à travailler, mais pas de façon très marquée. On pourra en discuter pourquoi après. Mais en tout cas, cette thématique a été reprise en particulier par les réanimateurs qui l'ont élargie à d'autres contextes, on va dire, d'agression des patients au sens général, que ce soit par le traumatisme, la brûlure ou le choc septique. Et on a fini, je vous la fais courte, je ne veux pas vous faire un cours d'immunité, mais on a fini par ce type de schéma de profil immunologique des patients qui, à la phase aiguë d'une agression, la chirurgie lourde étant considérée comme une agression pour l'organisme, il y a une phase pro-inflammatoire majeure avec des médiateurs de l'inflammation qui sont les virés que vous connaissez, une activation cellulaire. Et à ce moment-là, il peut y avoir des vraies dysfonctions d'organes liées à cette phase inflammatoire initiale majeure et des décès très précoces. Mais on sait aussi, et ça a été très bien étudié au cours des dernières décennies, qu'il s'installe tout de suite une contre-régulation anti-inflammatoire pour limiter cette inflammation majeure initiale et pour essayer de rétablir l'homéostasie immunologique de ces patients. Mais cette phase anti-inflammatoire, dans certains cas, ça on ne sait pas très bien pourquoi encore, elle peut être prolongée, être d'abord très profonde, et vraiment mettre les patients dans un état d'immunodépression profonde. Et on verra que les chiffres qu'on peut rencontrer, par exemple, sur les lymphocytes, c'est de niveau du stade SIDA pendant plusieurs jours et les exposer à des complications prolongées avec des défaillances d'organes qui sont persistantes, qui ne sont pas forcément des tableaux extrêmement bruyants. Ça peut être des choses assez torpides, donc ils peuvent être en réanimation, mais ils peuvent aussi être dans des services classiques. Des infections répétées et tardives qui sont mal contrôlées, et puis de temps en temps aboutissant au décès tardif. Donc ça a été vraiment ce modèle-là, il a été construit avec de nombreux travaux conjoints d'anesthésistes, de réanimateurs et de chirurgiens, et encore une fois dans différents types de contextes, prenant l'agression aiguë comme étant un modèle unique qui peut être du sepsis, de la chirurgie, du traumatisme ou de la brûlure, pour parler des principales. Et alors pourquoi c'est très important de s'en occuper? Parce que dans le même temps, on s'est rendu compte que bien sûr, les patients qui avaient des infections en réanimation secondaire
et en particulier après des chirurgies lourdes, avaient une mortalité qui était plus élevée. Et en travaillant un petit peu les modèles statistiques, comme dans cette étude, ils ont effectivement montré qu'une partie de cette mortalité était vraiment attribuée aux infections secondaires. Donc, c'était vraiment un point qu'il fallait travailler. D'autres études, à peu près, vous voyez que c'est quand même assez tardif, parce qu'on a déjà passé les années 2000, ont mis en évidence dans des autopsies que, d'abord, quand on faisait des autopsies, on se rendait compte que souvent, on s'était trompé sur la cause du décès du patient, mais on sait qu'on en fait de moins en moins, donc on apprend de moins en moins de cette stratégie, de cette approche. Mais aussi que ces patients autopsiés présentaient très souvent des foyers infectieux profonds qu'on ignorait complètement, que donc il y avait des infections profondes, persistantes qu'on ne traitait pas et que peut-être qu'elles étaient aussi, elles avaient leur part dans la mortalité de ces patients et qu'on avait probablement des progrès à faire sur ce domaine. Donc, quand on étudie l'immunologie de ces patients, on se rend compte que l'ensemble des acteurs de l'immunité sont altérés, en fait. Ce n'est pas une cellule particulièrement qui est concernée par ces altérations post-opératoires ou post-agression, que l'ensemble des cellules sont concernées dans leur fonction. Mais en fait, pour très rapidement et dès les premiers travaux dont je parlais tout à l'heure, on s'est intéressé, on s'est focalisé pour vraiment monitorer cette immunité, pour créer un monitorage de cette immunité, à ce qu'on appelle la synapse immunitaire, qui est finalement la présentation de l'antigène par une cellule présentatrice d'antigène, comme le monocyte par exemple. Cet antigène est présenté aux lymphocytes et c'est ce qu'on appelle la synapse immunitaire, ce qui est clé, bien sûr, dans la défense des infections. Et donc, cette présentation de l'antigène se fait sur une molécule qu'on appelle l'HLA-DR, que vous connaissez comme une molécule du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2 et qu'on peut monitorer sur les monocytes dans le sang des patients, par exemple. Elle est toujours très exprimée en temps normal. Et en fait, chez ces patients qui sont avec une immunité altérée, l'expression d'HLA-DR diminue et c'est devenu un marqueur d'immunodépression assez répandu pour les patients agressés de réanimation en particulier. L'autre marqueur qui est très accessible, c'est le compte lymphocytaire, puisque vous regardez sur n'importe quelle numération de formule et vous avez le taux de lymphocytes qui peut être effondré. On peut avoir accès à des choses plus sophistiquées comme la synthèse d'une cytokine pro-inflammatoire comme l'interféron, comme le TNF-alpha, ou l'expression de PD-1 lymphocytaire que vous connaissez puisque maintenant on a des traitements qui sont des anti-PD-1 dans le cancer. Et l'expression de PD-1 lymphocytaire, c'est une molécule qui signe l'inhibition des lymphocytes puisqu'elle est la porte d'entrée d'une cascade inhibitrice pour les lymphocytes. Et peut-être qu'un jour, on reverra les tests cutanés ressurgir comme dans les années 70 pour monitorer l'immunité de ces patients. Donc, globalement, une altération immunitaire très diffuse et vraiment de toutes les composantes de l'immunité innée comme l'immunité adaptative. Et finalement, on a réussi en quelques décennies à vraiment mettre en avant quelques marqueurs qui nous permettent finalement au quotidien, si on le souhaite, de monitorer l'immunité de ces patients. Alors, pour vous donner juste un ordre d'idée de ce qui se passe chez les patients de chirurgie, ça c'est une cohorte observationnelle qui a été faite à Lyon de différentes catégories de patients de réanimation qui sont soit des patients de chirurgie lourde, des patients traumatisés ou des patients septiques. Et on a regardé ici, je vous présente deux marqueurs qui sont par exemple l'HLA-DR à gauche et la synthèse de TNF-alpha à droite, stimulée au LPS ex vivo. Si on regarde l'HLA-DR, vous voyez que le niveau chez le volontaire sain est à ce niveau-là. Et vous voyez que chez les patients chirurgicaux, à J1 post-opératoire, cette expression d'HLA-DR est effondrée. Et elle le reste pendant plusieurs jours. Et vous voyez que c'est exactement au même niveau que des patients qui sont polytraumatisés ou des patients qui sont en choc septique. Donc, les patients qui sortent d'une chirurgie lourde sont des immunodéprimés profonds. On voit la même chose si on regarde ce qui est représenté en rouge qui montre des tests altérés. Vous voyez que les patients en post-opératoire de chirurgie ont des tests de TNF-alpha très altérés, au même titre que les patients traumatisés ou septiques. Donc, ça n'est pas une petite immunodépression et ça n'est pas quelque chose qui est très différent de nos patients lourds de réanimation. Juste cette
cette diapositive pour vous dire que cette approche avec cet aspect immunologique, il rejoint d'autres aspects de la description de nos patients lourds de réanimation qui sont maintenant pris dans leur globalité avec des caractéristiques qu'on associe dans une modélisation de ces patients et qu'au finalement, on arrive à des modèles de patients qui ont des physiologies extrêmement altérées, quel que soit le mode d'entrée dans leur état d'aggravation, que ce soit à cause d'une infection, d'une chirurgie ou d'un trauma. Finalement, on commence à ne plus raisonner en termes d'étiologie de patients, mais plutôt de syndrome de présentation des patients avec des aspects cliniques, biologiques, immunologiques qui les définissent et pour lesquels, probablement, quel que soit leur mode d'entrée dans cet état, il y aura des réponses thérapeutiques et de prise en charge qui seront communes. Donc, on commence un peu, on dit, à redéfinir la classification des patients qu'on a à prendre en charge dans leur sévérité. Pour revenir à l'immunodépression post-agression, si on veut schématiser les choses, on sait qu'il y a une phase pro-inflammatoire initiale à l'agression, que si tout se passe bien, elle est résolutive et le patient va bien évoluer. Dans certains cas, elle est très importante et elle va être contrebalancée par une phase anti-inflammatoire pour essayer de la contrôler. Si cette phase anti-inflammatoire est courte, eh bien, le patient évoluera tout à fait convenablement puisqu'il retournera à l'homéostasie. Et dans certains cas, cette immunodépression persistera et il y aura des infections secondaires ou des réactivations virales qui vont compliquer son évolution et peut-être même l'amener au décès. Et puis, le dernier schéma présente ces patients qui oscillent en fait avec des phases inflammatoires et des phases anti-inflammatoires, qui ont des agressions répétées au cours de leur séjour et on peut imaginer des reprises successives de chirurgie qui, à chaque fois, chaque chirurgie constitue une petite agression qui va replonger le patient dans une inflammation, une anti-inflammation et finalement une immunodépression. Et c'est ce qu'on appelle ces syndromes d'inflammation et d'immunosuppression qui persistent avec des syndromes cataboliques persistants qui sont forcément à la fin assez délétères. Il y a eu beaucoup plus de travail fait dans le sepsis que dans la chirurgie. Et c'est un peu pour ça que je souhaitais vous en reparler aujourd'hui parce qu'il y a un gros travail à faire avec la prise en charge des patients en périopératoire. Mais dans le sepsis, il y a un peu plus d'avancée et on a réussi un petit peu à schématiser le fait que les patients qui restent dans cette phase d'immunosuppression prolongée ont une mortalité augmentée par rapport aux patients qui retournent à l'homéostasie, qui ont une mortalité évaluée à peu près à 20%, alors que ceux qui sont immunosupprimés ont plutôt une mortalité de 80%. Et dans ce modèle de prise en charge de l'immunosuppression dans le choc septique, on met en place des monitorages de l'immunité et on essaye d'aller vers un traitement personnalisé de l'immunité de ces patients. Donc, c'est probablement ce modèle-là qu'il faudrait penser à transposer dans les autres étiologies, comme le périopératoire de chirurgie lourde, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a comme traitement personnalisé possible? Là aussi, je ne vais pas détailler les réactions immunologiques ciblées, mais il y a des molécules que vous connaissez parfaitement, comme le GM-CSF, qui peut stimuler la phagocytose, l'expression d'HLA-DR ou du TNF-alpha. Il y a l'interféron gamma, qui a été utilisé assez tôt, en fait, sur quelques petites séries, qui a une très bonne stimulant de la fonction monocytaire, des neutrophiles et la phagocytose. Les anti-PD-1, comme dans le cancer, qui restimulent la fonction lymphocytaire avec la synthèse de TNF-alpha et qui limitent l'apoptose lymphocytaire. Et puis, il y a une cytokine pléiotropique qui est l'IL-7, qui stimule la prolifération lymphocytaire, la diversité des récepteurs des T-lymphocytes, qui restimule la production d'interférons gamma par les lymphocytes. Donc, on a à notre disposition plusieurs types de molécules qui pourraient être utiles dans ces circonstances-là. Certaines sont faciles d'accession, comme l'interféron gamma qui est dans le Vidal, qui n'a pas l'AMM pour cette application-là, mais qui est tout à fait accessible. Les anti-PD-1 qui sont dans le cancer, auxquels on peut très bien faire appel. Puis par contre, le GM-CSF et l'IL-7 sont produits dans le cadre de protocoles pour le moment et ne sont pas accessibles facilement. Alors, finalement, depuis les années 70-80, qu'est-ce qui s'est passé en ce qui concerne
le post-op des patients de chirurgie, ben, quelques petites études cliniques randomisées, pas beaucoup, avec des petits effectifs. Là, je vous en présente 3 avec 3 des molécules testées. Vous voyez ici l'interféron gamma avec, à chaque fois, dans chacun des graphes, c'est le niveau d'HLA-DR monocytaire qui est présenté. Et vous voyez ici que l'interféron gamma stimule l'expression d'HLA-DR effectivement en post-opératoire, que le GCSF aussi inhibe la baisse, ou limite la baisse de l'HLA-DR en post-opératoire ici, et la baisse de la synthèse du TNF-alpha. Le GM-CSF ici augmente l'expression d'HLA-DR monocytaire en post-opératoire. Donc, on a des petites études cliniques, à chaque fois, c'est 40, 60 patients avec des petits groupes de 20. Dès la chirurgie majeure, qui, en général, ça n'est pas uniforme, c'est un combo de types de chirurgie. On a quasiment de façon très solide des réponses immunologiques à ces immunostimulations, et puis des résultats qui sont plutôt encourageants, avec plutôt moins d'infections post-opératoires chez les patients qui sont traités par immunothérapie et moins de jours passés en réanimation. En revanche, il n'y a en général pas d'effet sur la durée de séjour d'hospitalisation. Et vous voyez que certaines études sont un petit peu anciennes. La plupart de ces études-là sont menées par des chirurgiens. On a récemment publié cette étude rétrospective des patients opérés pour une chirurgie de cancer pulmonaire avec l'étude du risque de la lymphopénie sur la survenue d'une pneumopathie post-opératoire. Et vous voyez que les patients qui ont une lymphopénie plus basse ont plus de risque d'avoir, plus de risque d'avoir une infection pulmonaire post-opératoire. Le seuil de lymphocytes était de 1,2 giga par litre, ce qui est pas beaucoup, hein, c'est vraiment des lymphopénies profondes. Et on pourrait imaginer, comme ici dans cette étude dans le sepsis, qu'on puisse stimuler le compte lymphocytaire avec de l'IL-7, comme ça a été proposé ici dans le choc septique, avec une augmentation sous IL-7 de la production de lymphocytes dans le sang des patients. Donc, on imagine qu'on pourrait restaurer la population lymphocytaire de ces patients en post-opératoire si on voulait prévenir les infections, ou en tout cas en limiter la répétition. Donc, finalement, cette idée d'immunosuppression post-opératoire et de risque infectieux par l'immunosuppression post-opératoire, ça a été quand même retenu récemment dans les axes prioritaires de recherche en réanimation périopératoire par une de nos principales revues, Intensive Care Medicine, en 2017. C'est à la 10e position, mais il est mentionné qu'un des axes de recherche à travailler dans ce domaine, c'est la qualification de la réponse inflammatoire et peut-être le traitement de certaines immunosuppressions post-opératoires. Donc, en résumé, il existe une immunodépression profonde post-opératoire après une chirurgie majeure qui a un impact sur le devenir des patients. On a des perspectives d'immunothérapie, on a des traitements possibles à notre disposition. En revanche, il nous manque de bien qualifier les patients, de bien cibler les patients qui seraient candidats à ces immunothérapies, de bien choisir le marqueur pour cela, de faire le choix de la meilleure immunothérapie. Je vous en ai présenté plusieurs et en fonction des situations, il y a peut-être un choix à faire après avoir vraiment bien étudié chacune des situations, et puis que vraiment ça constitue un champ de collaboration entre nos équipes chirurgicales et anesthésiques pour pouvoir mettre en place ces stratégies un peu innovantes pour ces chirurgies lourdes. Le post-opératoire, c'est chirurgie lourde. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. C'était très clair. Là aussi, il y a, comme tout à l'heure, une question de personnalisation de la prise en charge. Si j'ai bien compris, il n'y a pas encore d'algorithme bien défini qui permettrait de poser les indications en fonction de telle ou telle situation. Donc, dans périopératoire, il y a préopératoire. Et qu'est-ce qu'il y aurait dans le bilan pré? Alors, on connaît le bilan nutritionnel, évidemment, particulièrement dans la chirurgie carcinologique, où là, il y a un double enjeu d'ordre immunologique. Mais est-ce qu'il y a des éléments dans le bilan préopératoire qui pourraient aider à
prévoir ou avoir un peu plus de prévisibilité dans le choix de ces traitements précoces post-opératoires pour compenser cette perte immunitaire. Oui, je suis allée un peu vite pour pas. Mais en fait, sur les toutes premières études, là, sur les tests cutanés, les tests étaient faits en préopératoire. Donc après, ils étaient aussi confirmés en post-opératoire, mais ils étaient faits en préopératoire. Donc ces anomalies, par exemple par le test cutané qui était proposé à l'époque, étaient tout à fait décelables en préopératoire. La lymphopénie, elle est décelable aussi facilement en préopératoire. C'est souvent associé à des chimiothérapies assez récentes, par exemple, ou des radiothérapies assez récentes. Mais avec la lymphopénie préopératoire, ce serait aussi une façon très simple de sélectionner ces patients qui pourraient être immunostimulés dès le post-opératoire précoce, par exemple, ou même peut-être dès le préopératoire. Enfin, tout ça, c'est à faire, en fait. Oui, mais c'est des marqueurs qui sont assez simples. C'était la question qui apparaissait dans votre diapo de discussion. Ce n'est pas du tout encore entré dans les habitudes courantes. En chirurgie carcinologique, que je pratique régulièrement, je n'ai pas l'impression que ce soit véritablement le cas ou qu'on ait un recours au PD-L1 en post-opératoire précoce. Enfin, c'est quelque chose on est encore de TLF. On est encore dans le constat que ça existe. Oui. Alors, l'étude que je vous ai montrée, on avait écarté les gens qui étaient lymphopéniques d'emblée. Donc, même si on n'est pas lymphopénique d'emblée, on l'est après. Oui. Mais il y a des patients qui sont déjà lymphopéniques dès le préopératoire. Pour le moment, il y a énormément de constatations de ce phénomène, mais il n'y a pas pour le moment de stratégie claire. Sauf dans des cas vraiment de sauvetage, où nous, ça nous arrive de collaborer avec des chirurgiens sur des patients qui sont devenus très complexes. Mais on est dans le sauvetage en fait, très à distance. On n'est pas du tout dans l'anticipation et dans l'optimisation d'un parcours périopératoire. Pour rebondir sur cette question, j'ai eu connaissance il y a très peu de temps d'une start-up qui démarre avec des tests biologiques préopératoires, le profil du patient, une intelligence artificielle, et il se propose dans 80% des cas de trouver des résultats qui donneraient un risque d'infection majeure. Est-ce que vous avez connaissance de cette start-up? Alors là, je crois qu'elle s'appelle Surge. Et je crois que l'hôpital qui actuellement teste en France, c'est l'hôpital Foch. Alors, j'en ai pas eu connaissance, mais c'est tout à fait possible parce c'est ce que je disais un petit peu sur l'approche globale des patients, c'est qu'on va arriver par des marqueurs à la fois biologiques et cliniques à finalement définir des profils de patients. Encore une fois, on peut parler du périopératoire, mais pas que. Définir des profils de patients avec un risque de devenir sur lequel on va pouvoir jouer. Mais ça ne m'étonne pas du tout. Surge comme ça ne me dit pas, mais oui, ça ne m'étonne pas du tout. C'est tout récent, en 2021. Pour prolonger un peu la question du président sur les algorithmes de décision, l'accumulation des données significatives, des big data qui sont peut-être nécessaires pour arriver à définir ces profils et donc trouver les zones critiques, à quel moment le produit X ou Y, l'interleukine ou autre, devrait peut-être être d'un secours complémentaire. Voilà, est-ce que ces travaux-là sont actuellement branchés? Est-ce que vous avez des grandes études prospectives là-dessus ou pas? Alors, il y a des études de cohorte qui rassemblent des données pour cela, effectivement. C'est effectivement très important parce que une raison pour laquelle les toutes premières, parce qu'au début, il y a eu des tentatives d'immunothérapie sans aucun screening des patients, et ça n'a pas montré de différence parce qu'effectivement, si le patient, comme ce que disait Anne tout à l'heure pour les ça c'est pareil, si le patient n'est pas dans la situation à avoir besoin d'immunostimulation, ça ne va rien donner. Donc oui, il y a des cohortes qui sont constituées pour qu'on arrive à trouver des profils de patients qui soient vraiment à risque. Après, il faut définir le bon marqueur. Et pour avoir un tout petit peu l'expérience de ça, il y a quelques fois où la lymphopénie n'est pas le seul critère, qu'il faut aller jusqu'au PD-1 par exemple, parce que si on stimule le lymphocyte, s'il reste avec des PD-1 élevés, ça ne va pas suffire. Donc, et tout ça, ça n'est vraiment... Enfin, pour le coup, c'est des tests qui n'existent pas, qui ne peuvent pas être entrés dans les banques de données pour le moment. Est-ce que vous pensez qu'à terme, ça serait susceptible d'intervenir sur les indications opératoires pour certains patients? En tout cas, sur le timing, probablement. Sur le timing, parce qu'on part du principe qu'on pense être capable de réverser ces anomalies. Mais en tout cas, sur le timing, probablement, peut-être restaurer l'immunité des patients avant de les exposer à une chirurgie lourde. Probablement. Oui.
Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce que vous avez connaissance de l'immunodépression chez le nouveau-né qui a subi l'agression de l'anoxie pernatale? Alors là, vous touchez une des limites. Je ne connais pas très bien le nouveau-né. Je suis désolée. Je connais bien le nouveau-né, mais par contre, la dépression, je ne sais plus. Ah oui, pardon, il a disparu. Okay. Voilà, moi, je fréquente un peu les nouveau-nés, mais en post-op d'ailleurs. Mais par contre, le niveau de dépression induit par l'anoxie du périnatal, je suis incapable d'avoir des infos là-dessus et je ne sais même pas si ça a été réellement évalué. Oui, absolument. Par contre, l'anoxie cérébrale et immunodépression, ça, c'est connu. Parce que toute lésion cérébrale, en fait, hein, traumatisme crânien, neurochirurgie, les patients sont extrêmement immunodéprimés sur le même pattern à peu près après l'agression. Mais chez nouveau-né, j'avoue, je ne sais pas. Anne-Claire, une des applications récentes de ce que tu viens de nous présenter, notamment dans la résection du carcinome pulmonaire non à petites cellules avec le nivolumab, l'article du New England qui montre qu'il y a un réel bénéfice sur la mortalité à 5 ans. Est-ce que vous en avez l'expérience dans le centre où tu es? Et nous, on a un retour d'expérience de la part de nos collègues chirurgiens sur le curage ganglionnaire qui devient extrêmement compliqué en post-immunothérapie, on va dire, avec des risques de saignement et une technique chirurgicale qui devient très compliquée avec ce type de thérapeutique. Alors non, je suis dans un centre où on ne fait pas de cette chirurgie-là, mais c'est pour ça que je pense que tout ça est vraiment à définir parce que le nivolumab marche très très bien. Pour le coup, moi je l'ai essayé chez des patients qui étaient vraiment en difficulté avec des infections complexes, des mucormycoses, etc. Et ça marche très bien. Et c'est vrai que dans le périopératoire, est-ce qu'il y a des conséquences sur la chirurgie qui est derrière? Est-ce que c'est finalement une limite de cette stratégie? Peut-être. Mais ça n'a pas été exploré comme ça. En tout cas, je n'ai rien lu avec cette approche ou cet angle-là. Il y a d'autres questions?